Bonjour Cédric. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Invité de la rédaction, Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales. Après avoir passé 3 jours en Guadeloupe, elle passera également 3 jours chez nous. Et oui, elle est dans notre studio aujourd'hui, Dominique Faure, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dans la noto-rédaction, vous présentez votre venue aux Antilles, vous parlez de solutions concrètes aux collectivités. Est-ce à dire qu'aujourd'hui le compte n'y est pas, que les élus sont démunis pour assurer leurs fonctions? Effectivement, je suis très heureuse d'arriver en Martinique. C'est 34 communes, 3 intercommunalités. Et je suis venue tout simplement peut-être rappeler un certain nombre de dispositifs à nos élus locaux, mais surtout écouter, dialoguer, comprendre et bien sûr trouver des solutions. Donc je suis accompagnée de 2 directeurs généraux de nos administrations. Je suis très attachée à ce qu'on soit en circuit court, vous savez, comme pour l'alimentation, c'est-à-dire que quand le directeur de l'administration centrale échange avec les élus locaux, avec moi, eh bien, quand nous allons rentrer dans nos bureaux respectifs, les solutions, je pense qu'on va les trouver rapidement. Il y a une volonté du gouvernement de créer un véritable statut de l'élu local. Aujourd'hui, les sénateurs ont voté le 7 mars dernier en ce sens. Les députés seront sollicités, mais tous les courants de l'Assemblée nationale ne partagent pas en tout cas tous les aspects de cette loi. Mais tout d'abord, c'est quoi un véritable statut de l'élu local? C'est avant tout de la reconnaissance. Aujourd'hui, nos élus locaux sont les sentinelles de la République, je le dis très régulièrement, et nous ne pouvons agir dans les territoires et dans leur diversité de ces territoires que si nous travaillons l'État et les collectivités locales main dans la main. Donc ce statut d'élu, il vise à donner envie tout simplement à tous les citoyens de plus de 18 ans en 2026 de s'engager. Puis tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête de collectivités, que ce soit les maires, les adjoints, les conseillers délégués, leur donner envie de rester. Donc c'est avant tout de la reconnaissance, c'est bien sûr de la formation, à la fois quand on arrive maire et élu local. Pas de formation aujourd'hui, on a un gros document qui fait 10 cm d'épaisseur, et pas de formation sur le code de l'urbanisme, sur les finances locales. Donc d'abord de la formation pour tous les nouveaux élus locaux, et puis aussi de la validation d'acquis d'expérience quand le maire a décidé d'arrêter ou quand il n'est plus élu, pour lui permettre de retrouver un emploi extrêmement rapidement. C'est une rehausse aussi des indemnités de nos élus locaux qui sont très très peu indemnisés. Et justement, comment faire comprendre aux citoyens qu'il faut revaloriser encore les indemnités des élus locaux quand cette population déjà estime qu'ils gagnent déjà trop, qu'ils sont trop payés? Voilà, il y a un véritable écart entre la réalité. La réalité, c'est que nos élus locaux sont très 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 peu indemnisés. Donc pour nos concitoyens, c'est toujours trop. Je crois que c'est à nous et à moi d'aller partout dire à quel point il y a beaucoup de générosité, de don de soi. C'est souvent du 100%, 7 jours sur 7 de leur temps. C'est souvent des sacrifices pour leur vie de famille, pour leur vie professionnelle. Donc oui, il me faut lutter contre cette pensée qui est que l'élu serait nanti, il aurait des indemnités qui le rendraient riche. Mais bien sûr que non, nos élus locaux sont avant tout des gens qui donnent de leur temps, qui sont obligés, encore une fois, de faire des sacrifices. Donc oui, moi j'assume, et je pense que nous devons collectivement assumer la nécessité de rehausser ces indemnités. Madame la ministre, est-ce que c'est par rapport aux indemnités, aux revenus trop bas, la difficulté, en tout cas aujourd'hui, de l'exercice de l'élu aujourd'hui, qu'il y en a quasiment près de 1200 qui ont démissionné depuis le début de leur mandat, par exemple de maire? Alors je reçois régulièrement des maires démissionnaires pour comprendre. La plupart. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Alors ce qu'ils me disent, et la plupart sont des élus de 2020, c'est-à-dire sont des élus récents. En fait, ils découvrent ce que je vous disais, c'est-à-dire la grande difficulté de continuer à travailler en parallèle pour pouvoir être rémunérés à la hauteur de ce qu'ils gagnaient avant de devenir maire. Et puis, difficile de concilier avec la vie familiale, une énorme complexité administrative. Aussi, je suis là pour simplifier, je suis là pour rendre la vie de nos élus locaux plus facile, plus fluide. Et c'est vrai que beaucoup de gouvernements ont appelé de leur vœu cette simplification. Je m'y attelle et je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait, dans le cadre de cette loi sur laquelle on est en train de travailler pour le statut de l'élu, être en mesure de simplifier au moins pour partie, parce que c'est très décourageant et c'est à l'origine de beaucoup de démissions. Il y a des propositions d'ailleurs dans cette loi pour aider les élus à concilier leur mandat avec leur vie professionnelle, pour mieux les protéger également, mais également autre mesure qui fait débat, c'est l'éventuel retour du cumul des mandats disparus en 2014. Comment on l'explique aujourd'hui? Pourquoi ce cumul des mandats est-il nécessaire aujourd'hui? En fait,
cette loi qui date de 2014 sous la présidence de François Hollande a été appliquée au moment des élections présidentielles et législatives de 2017. Donc depuis 2017, alors que la loi date de 2014, nous nous retrouvons avec des députés et des sénateurs qui ne peuvent pas cumuler un mandat local avec leur mandat national. Parce que je vous rappelais que le cumul des mandats à l'échelon local est tout à fait possible. On peut être maire, président d'une intercommunalité, président d'un syndicat, vice-président d'un conseil régional, donc ici de la collectivité territoriale. Donc ce cumul, il est un mandat national, un mandat local. La proposition de loi dont vous parliez, portée par la sénatrice Gatel, qui a été votée à l'unanimité, ne fait absolument pas référence à un quelconque retour du non-cumul des mandats. Il y a aussi une proposition de loi à l'Assemblée nationale, transpartisane, entre une députée Renaissance et un député communiste, Sébastien Jumel et Violette Spielbout. Et cette proposition de loi est aussi très intéressante parce qu'elle fait des avancées très complémentaires de celles du Sénat, mais elle ne traite pas non plus du sujet du cumul des mandats. Que pense le gouvernement sur un éventuel retour? C'est que nous devons peut-être réfléchir à ajuster ce non-cumul qui est un petit peu trop rigoureux, restrictif, strict. Pourquoi? Pour tout simplement avoir une assemblée d'élus nationaux qui puissent, pour un tiers d'entre eux par exemple, être ancrés encore plus dans le territoire parce que ayant un mandat exécutif local, ce qui aujourd'hui est impossible. Les finances des collectivités locales et singulièrement des communes vont un petit peu mieux en Martinique, mais beaucoup dépendent encore de l'octroi de mer comme seule recette principale. Comment rassurer les maires face à la future réforme de cet octroi de mer? Alors les collectivités locales, vous le disiez, sont en voie de redressement. Donc quelques communes grâce au quorum, qui est un contrat gagnant-gagnant entre l'État et les collectivités. D'autres parce qu'elles se sont saisies de ce sujet. Oui, nous devons tous faire des économies, l'État et les collectivités. Les temps sont difficiles. Notre gouvernement et notre pays a 3 000 milliards de dettes. Et les collectivités sont en demande de plus parce qu'elles le justifient. Ce sont elles qui améliorent la qualité de vie de nos concitoyens, je le disais, mais ce sont aussi elles qui luttent contre la précarité de nos concitoyens. Alors, l'octroi de mer est une recette significative, effectivement, en Guadeloupe, à la Martinique. Nous avons, au SIOM de fin 2023, annoncé une réforme. Cependant, ma collègue Marie Guévenoux, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ont dit à quel point nous allions continuer à concerter, à dialoguer avec les collectivités locales. Et moi, je veillerai à ce que cet effet de levier pour les finances locales soit évidemment... Est-ce que quand vous allez leur donner aujourd'hui, tous ces maires que vous allez rencontrer dans les prochains jours, rassurez-vous, en tout cas, il y aura une compensation qui sera équilibrée. Alors, je ne sais pas avec quoi on va aboutir dans ce dialogue, mais il est évident que nous avons besoin de prendre en compte les besoins en financement des collectivités, d'autant qu'elles montrent des signaux forts de redressement, d'économie, à la fois sur leur charge de gestion et sur leur masse salariale. Donc, c'est un dialogue qui va devoir se poursuivre pour voir, dans le cadre de cette réforme, comment le financement des collectivités locales va s'opérer. Mais en tout cas, elles peuvent compter sur moi, effectivement, pour travailler avec mes collègues, comme je le disais un peu plus tôt. On voit que la Chambre régionale des comptes pointe souvent le poids très élevé de la charge du personnel dans les mairies, notamment les élus ultramarins. Sans défendre de jouer le rôle de buvard social, ont-ils réellement d'autres solutions autre que de réduire cette masse salariale aujourd'hui pour équilibrer les comptes? Il faut travailler sur les deux axes. Effectivement, la masse salariale. Et oui, vous parlez de buvard social, c'est une réalité. Beaucoup de collectivités, et c'est une spécificité, emploient des collaborateurs pour 10 heures, 20 heures, 15 heures, pas forcément des temps pleins. Et ça permet à des gens d'accéder à un emploi, avoir une petite rémunération. Donc, par contre, je pense que dans le cadre de l'efficacité de nos politiques publiques, eh bien, il nous faut leur apporter de l'ingénierie, il nous faut leur apporter de l'ingénierie prospective dans le cadre de ce zéro artificialisation nette qu'on invite les collectivités à prendre en compte, c'est-à-dire comment limiter l'étalement urbain, comment être plus sobre sur le plan du foncier. Et il nous faut aussi de l'ingénierie financière pour les accompagner dans la recherche de fonds européens. Nous contribuons de façon très significative, notre pays, la France, au niveau de l'Europe, dans le cadre de la politique de cohésion, et nous retrouvons de l'argent principalement dans les territoires ultramarins. Encore faut-il que par de l'ingénierie, nous accompagnons les collectivités pour aller chercher
cet argent européen. Vous parlez d'ingénierie dans les collectivités, il n'y en a pas beaucoup. Le taux d'encadrement pour les cadres A, par exemple, dans les mairies, il y en a 1 ou 2 parfois, des fois pas du tout. Aujourd'hui, comment faire monter en compétence justement ce personnel des municipalités, des collectivités, pour apporter cette ingénierie financière dont les mairies ont besoin? Alors je vous disais que j'étais venue avec 2 directeurs généraux d'administration, dont le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Cette ANCT, elle est Madame Ingénierie au service des collectivités. Donc oui, je trouve que les collectivités de Martinique se sont assez bien saisies des dispositifs existants. Là, nous avons annoncé un nouveau dispositif qui s'appelle Villages et Villes d'avenir. 5 collectivités ont été labellisées. Elles vont avoir tout simplement de l'ingénierie gratuite pour accompagner les cadres dans les collectivités, à la fois pour de l'ingénierie prospective, technique et financière, comme je venais de le dire. Et on a d'autres formes d'ingénierie. On a le CEREMA, qui est un grand bureau d'études et d'ingénierie au service des collectivités qui s'implante. Pourquoi faut-il que les collectivités et les élus s'en saisissent de ces dispositifs? Exactement, donc là on travaille main dans la main avec la préfecture, avec les sous-préfets d'arrondissement, pour que le lien soit très étroit entre tout ce que nous amenons en ingénierie et que les collectivités, dont il faudrait qu'elles prennent conscience. Mais c'est vraiment le but de ces 3 jours que je passe ici, c'est de faire savoir tout ce qui existe gratuitement pour les collectivités en matière d'ingénierie, entre autres. Une dernière question, le plan local d'urbanisme, les élus se sentent enfermés entre une demande de la population, un besoin de développement économique et une rigidité des fois des services de l'État. Vous l'entendez? Je l'entends totalement, et pas plus tard qu'il y a 2 mois, Gérald Darmanin réunit tous les mois les préfets, mais il y a 2 mois, il a pris un quart d'heure dans cette réunion pour leur dire à quel point les services déconcentrés de l'État devaient déroger. Déroger non pas à la loi, mais déroger à tout ce qui est réglementaire. Non pas déroger pour déroger, mais déroger pour s'adapter. Sortir des carcans. Exactement, sortir des contraintes qui finalement nous éloignent du bon sens. Merci Dominique Faure. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. On n'oublie pas. Merci d'avoir été invité de la rédaction ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Il est 7h44 sur RCI, c'est un entretien.